Le même attentat s'était produit par exemple devant les tours de Kuala Lumpur en Malaisie, qui sont aussi hautes. Je pense que ça aurait fait 2 ou 3 jours dans les télés mondiales et puis on aurait passé à autre chose. Le fait que l'Amérique ait pu être frappée, c'est une chose absolument unique parce que la fois d'avant, c'est Pearl Harbor. Pearl Harbor, ça se trouve déjà quand même à 3000 km de Los Angeles et de San Francisco. C'est donc la première fois que les États-Unis, depuis que réellement le pays existe, sont frappés dans leur cœur même, et cela de façon complètement inattendue, alors qu'on s'était préparé à la guerre nucléaire, la guerre classique, enfin à peu près tout, sauf cette espèce de bricolage avec des avions détournés, des cutters et une vingtaine de types qui finalement réalisent l'attentat le plus meurtrier et le plus spectaculaire du siècle. En réponse à cela, les États-Unis ont déclaré la guerre au terrorisme. Donc nous sommes en guerre, qu'on le veuille ou non. Une guerre qui se déroule en Afghanistan, en Irak, au Pakistan, en Arabie Saoudite. Une guerre qui a lieu dans toutes les parties du monde dans lesquelles Al-Qaïda utilise la terreur pour tenter de renverser les gouvernements et miner notre système international. Le terrorisme frappe depuis la nuit des temps. Au début de notre ère, pendant l'occupation romaine en Palestine, comme le raconte l'historien Flavius, les zélotes, des juifs extrémistes assassinent des dignitaires romains et des hébreux modérés. Plus tard, en Iran et en Syrie du XIe au XIIe siècle, une secte chiite, aux ordres de Hassan al-Sabah, commet de nombreux attentats. Les assassins exécutent au nom de la religion des croisés et des personnalités turques. Les deux sectes pratiquent déjà l'attentat suicide. Le terrorisme tel que nous le connaissons aujourd'hui débute avec les mouvements anarchistes à la fin du XIXe siècle. Ce mouvement s'est propagé dans le monde et est à l'origine de l'assassinat de nombreux chefs d'État, que ce soit aux États-Unis, en France, en Italie ou en Russie. C'est l'époque où fleurissent les théories qui ont été amorcées en Russie par Bakounine, qui ont été reprises par le prince Kropotkin, et cette volonté qui est à la base de l'anarchie, de supprimer le pouvoir, de supprimer la souveraineté d'État, séduit beaucoup de gens, mais ce sont seulement quelques personnes qui poussent la logique jusqu'à l'assassinat. Ce sont quelques petits groupes, quelques petites cellules de révolutionnaires, véritablement verrouillés dans le secret, qui vont s'organiser et centrer leur action sur la punition, en quelque sorte. La punition des dirigeants russes qui leur semblent opprimer le peuple, et puis finalement ils se centrent sur la tête, le tsar Alexandre II. Et on en vient à la préparation d'un attentat à Saint-Pétersbourg, et le 1er mars 1881, alors que les arrestations font rage, que l'Okhrana, c'est-à-dire la police tsariste, est au courant de pas mal d'attentats, cet attentat-là va réussir. Le tsar se rend d'un endroit à un autre, le trajet est bien codifié. Une première bombe explose, va détruire un attelage qui précède le tsar s'arrête, descend, et à ce moment-là, le deuxième lanceur de bombes, qui est Grinievski, va sauter avec le tsar. La véritable propagande, c'est l'acte terroriste que je fais et qui fait que tout le monde me voit, et j'enthousiaste ceux qui peuvent être mes partisans, et je sème l'effroi chez mes adversaires. Ce sont des gens qui avaient fait le sacrifice de leur vie. Pour eux, le terrorisme n'était valable que dans la mesure où c'était un échange de vie. Mais la vie qu'ils prenaient était obligatoirement, dans leur perspective, la vie de quelqu'un qu'ils jugeaient responsable.
Le 28 juin 1914, l'héritier de l'Empire austro-hongrois, l'archiduc François Ferdinand, est assassiné à Sarajevo par Gavrilo Princip. Cet attentat est organisé par un petit groupe terroriste de nationalistes serbes. Leur organisation, la Main Noire et Gavrilo Princip, sont alors manipulés par les services secrets serbes qui leur ont fourni les armes. C'est ce que l'on découvre lors du procès de cette organisation. L'attentat, on savait qu'il allait avoir lieu, puisque même les Serbes avaient prévenu les dirigeants autrichiens. Mais les dirigeants autrichiens n'ont pas voulu savoir, ils ont préféré laisser faire, et en quelque sorte, ils ont dirigé un peu l'archiduc sur ce que l'on appelle le chemin des terroristes. Le trajet qu'ils vont prendre, c'est un trajet qui est classiquement utilisé par les terroristes. Et l'homme qui va tuer, Gavrilo Princip, est en relation avec les services secrets serbes. C'est vrai, avec la Main Noire. C'est vrai qu'il a reçu des armes. Mais il n'a pas reçu l'ordre d'attaquer l'archiduc François-Joseph. Il agit avec son petit groupe, il agit de son propre chef. Et donc cet attentat est le prétexte qu'attendaient les militaires autrichiens pour allumer le feu aux poudres, parce que tout est prêt dans l'Europe de 1914. Tout est prêt pour exploser. Tout le monde sait que ça va exploser. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment. Anarchisme, attentats aveugles, liens avec des États ou des services secrets, tout a été inventé dès le XIXe siècle. Avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, les thèmes du terrorisme évoluent. De nihiliste et anarchiste, il devient anticolonialiste et nationaliste. Le statut du terrorisme change aussi. Il devient l'instrument qui permet d'accélérer une révolution, la libération d'un pays ou la construction d'un État face à des armées bien équipées. La Palestine, sous mandat britannique, connaît l'année dernière une vague de terreur sans précédent. Les attentats sont signés de deux organisations clandestines, Stern et Irgun, et frappent aveuglément tous les intérêts de la couronne. Dans l'histoire de la construction d'Israël, juste avant l'indépendance de 1948, il y avait plusieurs mouvements clandestins. Il y avait la Haganah, le Hetzel et le mouvement Léri. La Haganah, qui représentait entre 70 et 80% de la force armée, avait plutôt recours à des techniques de guérilla contre l'armée britannique. Pas vraiment le terrorisme. Mais le mouvement Léri, une organisation plus petite, et d'ailleurs en hébreu Léri signifie combattant de la liberté, bref, cette organisation avait recours au terrorisme contre des civils palestiniens. Ce que je veux dire, c'est que malheureusement, parfois, les combattants de la liberté utilisent l'arme du terrorisme. Tout n'est pas noir ou blanc. La réalité n'est pas aussi simple. En Algérie, le nationalisme armé est né en cette année 1954. La Toussaint est sanglante. Plusieurs attentats menés de front sur l'ensemble du pays ont causé la mort de 8 personnes. Tous ces actes sont revendiqués par les partisans de l'indépendance, le FLN. Eh bien, ce matin du 1er novembre 1954, pour moi, il était évident, vous savez, l'évidence, que c'était le début du combat que nous attendions. Et pour moi, il était aussi évident que je me devais d'apporter ma participation à la libération de mon pays. Eux essayaient de nous réduire et nous essayons à l'époque de leur dire eh bien oui, nous allons nous battre jusqu'à la mort s'il le faut. Moi je mourrai, mais derrière moi il y a les autres, et si c'est pas ma génération, c'est l'autre génération. La France nous a dépossédés totalement. C'était une des plus dures colonisations qui existait, d'une dépossession totale et d'une déculturation totale. Et en 1954, 99% du peuple algérien était analphabète. En plein cœur d'Alger, un groupe de terroristes a incendié un immeuble et un garage y attenant, après avoir durant la même nuit commis aux environs de la ville 3 attentats qui ont provoqué des dégâts importants. On se battait avec ce qu'on avait, et oui, on a à un moment fabriqué des bombes artisanales qui n'avaient rien à voir avec les bombes au napalm que l'armée française jetait sur les villages
à travers l'Algérie, dans toutes les régions d'Algérie, où sur les bombes classiques et normales, où tout mourait à ce moment, bêtes, hommes, enfants, population civile. Et puis ça n'était pas des dommages collatéraux. La majorité des gens qui mouraient étaient des civils. Alors pourquoi? Parce que c'est sous une tenue dite de l'armée, ça devient un acte de guerre. Et quand c'est sous une tenue civile, ça devient un acte terroriste quand même. Et ça, il faut que vous compreniez que les peuples comme nous, qui n'avons pas les moyens de nous battre, même maintenant, n'acceptons pas cette vision. Les terroristes sont des gens exclus du pouvoir. Ils n'ont pas vraiment les ressources ou la force armée des gens qui sont en place. Les terroristes sont plutôt des exclus que des pauvres. Tout au long de notre histoire, les terroristes sont plutôt issus des classes moyennes. Ce sont ceux qui créent et organisent les mouvements terroristes. Les terroristes sont vraiment des exclus et le terrorisme est l'arme des exclus. On a surtout vu cette forme de terrorisme se développer pendant la période de décolonisation. Certains mouvements ont même réussi à prendre le pouvoir. C'est en 68, on peut dire que le terrorisme contemporain commence. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il commence parce que les guérillas ne marchent plus aussi bien. En Amérique latine, c'est l'échec, particulièrement l'échec de Che Guevara en 67, ce qui fait que les Brésiliens, les Uruguayens décident de passer à la guérilla urbaine, c'est une façon chic de dire terrorisme en ville. Et puis la même année, les Palestiniens, qui eux piétinent, qui n'arrivent pas à véritablement implanter dans les territoires occupés une guérilla, se décident à faire du terrorisme que j'appellerais publicitaire. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on détourne un avion et que d'un seul coup, parce que c'est un avion de la compagnie El Al, le monde entier va le lendemain matin se réveiller avec les Palestiniens faisant la une. Je rappelle qu'à cette époque-là, on pensait, en Europe, en Occident de façon générale, qu'il y avait un conflit israélo-arabe. Pas du tout un conflit israélo-palestinien. Or, c'était évidemment le noyau, une question territoriale, et à partir de là, le terrorisme va devenir de plus en plus la façon, disons, de s'exprimer des mouvements faibles, car si la guérilla est l'arme du faible, le terrorisme est l'arme du plus faible encore. Après 1967, tout était changé au Proche-Orient. Les Israéliens occupaient toute la Palestine, inclus les plateaux du Golan et le Sinaï. C'est pourquoi il était fondamental pour les Palestiniens, au milieu de la défaite généralisée des pays arabes, de prouver que nous pouvions résister. Résister à l'occupation est par ailleurs un droit reconnu par la Charte des Nations Unies. Et c'est dans les droits de l'homme. C'est un droit naturel et fondamental pour tout être humain. À partir de 1967, jusque dans les années 75-76, on assiste à une démultiplication de groupes palestiniens, tous issus les uns des autres. Il reprochait à l'OLP de Yasser Arafat sa passivité, son manque de radicalisme. Il y avait aussi des querelles de pouvoir entre différentes figures du mouvement palestinien. Résultat, au milieu des années 70, on se retrouve avec une dizaine d'organisations terroristes combattantes que l'on peut classer en fonction de leurs affiliations. Il y avait les pro-communistes, les pro-syriennes financées par la Syrie et celles encouragées par l'Irak. C'est comme cela que s'est développé ce terrorisme. Entre le 6 et le 7 septembre 1970, 5 avions de ligne disparaissent des écrans de contrôle. Des avions de la TWA, Swissair, BOAC et de la Panam sont détournés en Jordanie par une organisation terroriste palestinienne, le FPLP, le Front populaire de libération de la Palestine. Les massacres commis contre les populations palestiniennes à Der Yassin, Kfar Qassem, etc., ont poussé les Palestiniens et le FPLP, le Front populaire de libération de la Palestine, à commettre une action violente. Et je l'appelle une action violente. L'idée était d'attirer l'attention de la communauté internationale.
Heureusement, cette action violente n'a fait, comme cela était prévu, aucune victime. Mais nous avons réussi à attirer l'attention du monde entier avec ce multiple détournement d'avions. Pourquoi ont-ils fait cela? Quelles sont les raisons? Que se passe-t-il? Les raisons, nous les avons expliquées. La raison était d'avoir un accès à la conscience des Occidentaux. L'Occident qui ferme les yeux sur des nations qui sont massacrées parce qu'il en retire du profit. Notre coup a fonctionné. Et les gens ont commencé à se demander qui sont les Palestiniens, pourquoi font-ils cela, qu'est-ce qui ne va pas, que se passe-t-il? Bref, c'était un violent réveil des consciences de l'Occident sur les crimes qu'il avait commis et qu'il refusait d'admettre contre les pays du tiers-monde. C'est le moment du grand mouvement de libération nationale, c'est le mouvement où même en Espagne, un parti de renouveau de gauche s'appelait le Front de libération populaire en prenant le nom du Front de libération nationale de l'Algérie. Donc c'est le moment de la guerre du Vietnam et aussi du grand prestige de la révolution chinoise qui semblait renouveler le communisme. De tous ces points de vue, et alors ce qui a été très important et très intéressant pour l'ETA, c'est de prendre une autre masque, celle d'être un mouvement de libération nationale qui justifie sa violence par les mêmes arguments de lutte de libération anti-impérialiste et anticolonialiste. ETA s'est constitué comme un groupe terroriste à la fin des années 60, début des années 70. Avant cela, c'était un agrégat de petits groupes très variés, fragmentés et très dispersés qui se disaient pêle-mêle antifranquistes, nationalistes, avec des militants venus de tous horizons. Le 20 décembre 1973, une énorme explosion secoue la rue Coelho à Madrid. La police croit d'abord à une explosion de gaz. C'est en retrouvant la voiture carbonisée de l'amiral Carrero Blanco dans les jardins d'un couvent, à côté, que l'attentat est établi. L'assassinat du chef du gouvernement de Franco est la réponse que donne le mouvement basque ETA aux années de répression du franquisme contre le Pays basque. Il y avait un climat, une ambiance politique extrêmement répressive à cette époque. Cela a facilité la dérive terroriste d'une organisation déjà profondément inspirée par un nationalisme ethnique. En plus, ils ont fait une lecture erronée d'expériences précédentes, comme en Algérie ou en Israël. L'Algérie a favorisé l'utilisation de l'arme terroriste pour arracher l'indépendance. Et Israël a eu recours au terrorisme pour construire son État. ETA était très intéressé à l'idée d'adapter ses expériences en Europe sur les sols français et surtout espagnols. Malgré une réalité bien différente, à leurs yeux, pourtant, le franquisme avec sa forme ambiguë et répressive paraissait reproduire un climat colonial favorable à cette expérience. Dans les années 60, comme dans beaucoup d'autres pays du monde à cette époque, la communauté catholique, qui s'était toujours sentie opprimée et traitée comme des citoyens de seconde zone en Irlande du Nord, s'est mise à protester en utilisant les marches civiques, comme les Noirs aux États-Unis. Les réactions à ces marches civiques ont été extrêmement brutales. Paradoxalement, ce sont les réactions des loyalistes et des Britanniques qui ont fait dégénérer la situation. Côté britannique, il y a eu Bloody Sunday en 72, pendant lequel 14 Irlandais ont été tués. Ces graves dérapages, ceux des loyalistes et ceux des autorités britanniques en réponse aux revendications républicaines, ont permis à l'IRA de transformer un conflit à propos des droits civiques au sein du Royaume-Uni en un violent conflit séparatiste, dont l'objectif était désormais de bannir les Anglais de cette partie de l'Irlande et de réunifier le pays. Le mouvement que je représente et au nom de qui je parle est né dans la peur.
dans la peur de voir l'IRA changer la situation constitutionnelle de cette partie de l'Irlande en utilisant la violence. Nous avons donc violemment réagi à cette violence. Nous avons créé les milices paramilitaires pro-anglaises en 1966. C'est vrai qu'au début des années 70, les personnes qui rejoignent l'IRA ne sont pas forcément des gens qui rêvaient de devenir des terroristes. Ils craignaient que les pro-britanniques ne les expulsent de leur maison avant de les brûler. Résultat, non seulement beaucoup d'individus sont venus grossir les rangs de l'IRA, mais aussi un vaste réseau de soutien à la cause républicaine s'est créé en Irlande du Nord. Il y a eu une véritable collusion entre les forces militaires britanniques et les gangs de tueurs pro-anglais. Nous avons été les victimes d'une politique d'assassinat ordonnée par le gouvernement britannique. Il y a eu ensuite une politique de harcèlement quotidien pendant des années. Les gens étaient contrôlés ou arrêtés pour un oui ou pour un non. Le 27 août 1979, au petit matin, Lord Mountbatten embarque sur son yacht. Peu de temps après avoir quitté la rade de Mullaghmore, en Irlande du Nord, le bateau explose. Le cousin de la reine d'Angleterre meurt dans cet attentat revendiqué par l'IRA. Le même jour, en Irlande, à Warren Point, un attentat contre un convoi de l'armée britannique fait 6 morts parmi les soldats. L'IRA avait aussi recours aux assassinats, aux attentats à la bombe dans des voitures piégées au début des années 70. Les attaques à la bombe et les assassinats étaient leur tactique favorite. L'attentat du 8 novembre 1987, lors d'une cérémonie du souvenir militaire à Enniskilling, est l'un des plus meurtriers de l'IRA. Une bombe, dissimulée dans un bâtiment, explose au milieu de la foule, tuant 11 personnes et en blessant grièvement 63 autres. Cet attentat discrédite la cause irlandaise et déclenche une vague de répression sans précédent contre l'IRA et ses sympathisants. Dans une société aussi divisée, il est logique que chaque action entreprise d'un côté appelle une réponse de l'autre. Quand la violence commence, une fois qu'il y a une attaque, il y a immédiatement et sans aucun doute une réplique violente. Quand cette spirale de la violence s'est lancée, après un certain temps, on ne sait plus qui a débuté les hostilités et c'est presque impossible de les arrêter. Il est impossible de comparer le terrorisme italien de cette époque avec celui de la France ou de l'Allemagne, ou bien encore avec la situation en Irlande ou en Espagne. Dans les deux derniers cas, c'était du terrorisme indépendantiste, qui avait le soutien d'une population contre un État jugé mauvais. En Italie, c'était une autre histoire. Cela a été une autre histoire. Il y a des gens qui pensent qu'on pourrait faire le dernier pas vers la révolution, et il y a des gens qui ont des armes. Et par exemple, les Brigades Rouges sont fondées justement dans la fin des années 60, au début des années 70, et elles sont fondées, entre autres, par un certain Franceschini, Alberto Franceschini. Son grand-père lui a donné les armes pour faire la révolution. On n'était que quand même 25 ans ou 30 ans après la fin du fascisme et la fin de la guerre. Ça explique beaucoup pour le terrorisme rouge en Italie. Pour nous qui avons créé les Brigades Rouges, notre référence idéologique, notre exemple, est la révolution cubaine et en particulier la figure de Che Guevara et sa volonté de perpétuer, de continuer la révolution. Notre objectif était donc évidemment de déclencher un processus révolutionnaire, une guerre civile en Italie pour faire tomber l'État et par la suite redistribuer le pouvoir aux travailleurs de notre pays. Les premières actions terroristes que nous avons planifiées étaient liées à la condition des ouvriers dans les usines. Pendant nos premières années, nous nous sommes surtout attaqués aux patrons et aux chefs de ces usines, aux détenteurs du pouvoir dans les usines. Puis, nous sommes passés aux enlèvements d'autres personnalités plus importantes, comme celle d'un magistrat. En l'occurrence, il s'agissait du procureur de la République à Gênes, Mario Sossi.
C'est le premier magistrat qui avait lancé des enquêtes judiciaires sur les Brigades Rouges et le groupe Lutte Armée. Son séquestre a duré 35 jours. Et en échange de sa vie, nous demandions la libération de 6 compagnons qui avaient été arrêtés à Gênes. C'est notre premier bras de fer direct contre l'État. Et c'est aussi à ce moment qu'est né notre slogan, qui sera ensuite toujours utilisé. Porter l'attaque au cœur de l'État. La peur qui s'était abattue sur une ville comme Turin était incroyable. Cette ville avait toujours été à l'avant-garde de la résistance à la dictature fasciste, dans les luttes partisanes, dans les luttes syndicales, pour les droits du travail. Une ville avec une culture et une intelligentsia vraiment de premier plan. Turin, cette ville de Turin a flanché. Nous ne parvenions pas à trouver non pas 100 ou 60 citoyens de la ville, mais seulement 6 personnes disposées à faire partie d'un jury populaire pour les procès antiterroristes. Ceux qui étaient pressentis pour faire partie de jurés d'assises présentaient des certificats médicaux, d'autres excuses. Bref, c'était le syndrome dépressif. En termes cliniques, on appelle cela la peur. La ville était dans un état de terreur totale. C'était une direction stratégique avec des colonnes, il y avait la rigidité, le secret, c'était comme une mafia. Il y avait une communication qui était assez compartimentée. D'autres groupes aussi étaient assez bien organisés. Il y avait des salaires, enfin on payait les gens, on leur donnait des notes de frais. C'était extrêmement organisé comme un État. Les Brigades Rouges étaient un État contre l'État et un État dans l'État. On pense que 10 000 personnes ont gravité autour du terrorisme. Il y a eu 1 millier de militants réguliers. Il y a eu dans les 3 000 militants irréguliers et 5 000 flanqueurs, c'est-à-dire ceux qui donnaient des petits coups de main. C'est beaucoup si on compare à la RAF. Au départ, les actions de la RAF étaient surtout dirigées contre la guerre du Vietnam. Il faut savoir que l'Allemagne fournissait depuis son territoire des aides logistiques vitales aux États-Unis pour leur guerre au Vietnam. L'objectif de la RAF était de changer l'État allemand, de changer de régime. Il fallait attaquer cet État pour faire comprendre à la population qu'il s'agissait d'un nouvel État fasciste qui s'était créé dans la continuité du Troisième Reich. C'étaient les mêmes personnes qui contrôlaient le pouvoir. Pour les membres de la fraction Armée Rouge, les choses n'avaient pas vraiment évolué depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En s'attaquant à l'État, la RAF pensait qu'il réagirait en prenant des mesures contraires aux libertés et montrerait ainsi son vrai visage, celui d'un État fasciste. Le but recherché avec l'enlèvement de Martin Schleyer était, comme dans l'affaire Ponto, de prendre en otage une personnalité importante et de faire libérer en échange les dirigeants de la fraction Armée Rouge, notamment Bader, Enslin et Raspe. Pour nous, Hans-Martin Schleyer symbolisait parfaitement la continuité entre l'Allemagne nazie et l'Allemagne d'après-guerre. Pendant la période nazie, il s'occupait du transport des prisonniers en provenance de Böhmen et Maren. À la fin de la guerre, il occupait à nouveau des fonctions clés dans l'industrie du pays, chez Mercedes, chez Siemens ou chez d'autres encore. Pour nous, il faisait partie de ceux qui auraient dû être jugés. Or, ce n'était pas son cas. Notre plus grande erreur dans cette histoire a peut-être été le sort que nous lui avons fait subir, ainsi qu'à ses collaborateurs. Nous en avons fait un martyr. Finalement, son rôle pendant le Troisième Reich n'a jamais pu être élucidé.
auch seine Rolle im Dritten Reich wirklich einmal aufgeklärt wird. Les contacts entre la RAF et les Palestiniens débutent avec l'affaire Schleyer, lorsque la fraction Armée Rouge piétinait. Il était clair que le gouvernement allemand avait décidé de refuser toute forme de chantage. Cela faisait des jours, voire des semaines déjà que Schleyer était en captivité et que les prisonniers n'étaient toujours pas libres. Les Palestiniens leur ont alors proposé de détourner un avion de ligne. La RAF a accepté cette proposition. Le 13 octobre 1977, à peu près 5 semaines après l'enlèvement de Schleyer, 4 Palestiniens ont détourné un avion de la Lufthansa qui assurait la liaison Palma de Majorque-Francfort. Daraufhin ist die Meldung von dieser gelungenen Geiselbefreiung. Quand la nouvelle de la libération des otages retenus à Mogadiscio en Somalie a été diffusée à la radio en Allemagne, les membres de la bande à Bader en prison à Stenheim ont mis fin à leur jour. Ihrer Aktion zur Befreiung der Gefangenen gescheitert ist und daraufhin haben 2 des 3 terroristes se sont tués par balle et une 3e terroriste s'est pendue. Gudrun Ensslin s'est pendue et Bader et Rasp se sont tués par balle grâce à des pistolets que leurs avocats leur avaient fournis. Nachdem die Gefangenen in Stuttgart-Stammheim tot waren, Après que les prisonniers de Stuttgart-Stammheim étaient morts, Andreas Bader, Gudrun Ensslin, Jean-Carl Jasp et tous les autres, plus personne au sein de la fraction Armée Rouge n'osait le libérer. La décision de le tuer par balle a été prise à l'unanimité au sein du commando du groupe dont je faisais partie. L'opération Moro a été décidée après mûre réflexion. Aldo Moro semblait incarner la personnalité politique la plus capable, l'homme politique le plus intelligent de sa génération et l'homme le plus enclin, de notre point de vue, à restructurer notre société et l'État dans le sens que nous combattions. C'est-à-dire une société dans laquelle l'État et les individus seraient devenus les marionnettes de forces économiques et politiques supranationales. Le 16 mars 1978, à Rome, Aldo Moro, président de la démocratie chrétienne, est enlevé par les Brigades Rouges. Son escorte est décimée. Moro était sur le point d'entériner un accord politique sans précédent avec le Parti communiste qui devait stabiliser la République italienne. Le corps d'Aldo Moro est retrouvé en mai 1978 à Rome, dans le coffre d'une voiture. Ils ont tenu en haleine un pays pendant 55 jours. Et ils ont livré le cadavre à mi-chemin entre le siège de la démocratie chrétienne et celui du Parti communiste. Il y a eu... Non, c'était assez impressionnant du point de vue symbolique et puis du point de vue de l'efficacité. C'est le sommet et c'est aussi la fin, parce qu'ils ne pouvaient pas aller beaucoup plus loin. Et puis même avec Aldo Moro, qu'est-ce qu'ils ont obtenu, à part épouvanter les gens, mobiliser les usines, faire qu'il y ait des centaines de milliers de personnes dans la rue. Et puis qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Il y a eu un gouvernement Andreotti qui était, pour la première fois, faisait entrer le Parti communiste dans la majorité de gouvernement. Donc tout de suite, ça a été... Alors après, il y a eu d'autres épisodes, mais enfin, c'était le commencement de la fin, Aldo Moro, c'est clair. Action Directe est fondée en 1979 par Jean-Marc Rouillant, Nathalie Ménigon, Joël Aubron et Cipriani. En plein regain de guerre froide en 1984, ce groupe terroriste anarchiste s'allie avec la fraction Armée Rouge allemande. Au nom de la défense du prolétariat, ils commettent une 50aine d'attentats. Ils sont arrêtés dans une ferme du Loiret en 1987. C'était des cibles dites anti-impérialistes, des cibles d'abord sous forme de symbolique. On s'en est pris donc à des institutions de l'État ou internationales ou à des symboles du grand capitalisme. L'Interpol a été ciblé, et puis malheureusement des cibles humaines, donc les assassinats, Audran, le
président directeur général de Renault à l'époque. Qui peut avoir signé cet attentat pour l'instant non revendiqué? Selon les enquêteurs, très certainement Action Directe, peut-être même avec l'aide de la fraction armée rouge allemande. Soweit ich weiß, à ma connaissance, le contact avec Action Directe n'a pas été d'une grande envergure, du moins du côté de la fraction armée rouge, car il y avait beaucoup de méfiance. Nous avions eu un certain nombre de contacts en France, même avec des personnes faisant partie des services secrets français. Tous ces contacts nous mettaient en garde, ils nous disaient « Faites attention, à l'intérieur d'Action Directe se cachent peut-être des informateurs ». Donc, à ma connaissance, très peu de contacts directs ont eu lieu. Et quand cela se faisait, c'était nous qui fixions les rendez-vous, qui décidions comment les choses devaient se passer. On collaborait uniquement sur le plan logistique. Nous leur fournissions des équipements techniques, des armes, nous échangions des papiers, des tampons, toutes ces choses-là. Mais à ma connaissance, la coopération s'est arrêtée là. Par contre, nous avions toujours recherché le contact avec d'autres groupes, aussi bien à l'intérieur de l'Europe, comme avec les Brigades Rouges, l'ETA, l'IRA, et avec l'extérieur, avec des Palestiniens et d'autres mouvements de libération en Afrique, par exemple. Nous avons essayé d'entrer en contact avec eux, de négocier. Que pouvons-nous faire pour vous et comment pouvez-vous nous aider? C'était l'esprit. Le contact avec les Palestiniens venait tout naturellement puisqu'il existait déjà des contacts au Proche-Orient depuis le début de la fraction armée rouge, depuis la première génération. L'équilibre de la terreur exigé de la part du bloc de l'Est dans sa confrontation avec l'Occident, donc de ne pas recourir bien aux armes de destruction massive, aux armes nucléaires, mais d'utiliser donc d'autres armes plus subtiles et pouvant apporter des coups importants donc, dans leur stratégie à l'adversaire, c'est-à-dire l'Occident. Et le Moyen-Orient, comme je veux dire Cuba là aussi, ont été des zones donc, où les deux camps se sont affrontés par personnes interposées. Dans ces zones se trouvaient à l'époque des pays qui incontestablement se trouvaient dans l'ambiance et sous l'influence de Moscou ou du camp de l'Est. La Syrie, donc le Liban qui s'est libéré, la Libye, l'Irak. Bon. L'Iran étant un peu à part. Et un certain nombre d'organisations qu'on appelait du Front du Refus, palestiniennes, se sont retrouvées embrigadées, financées, sponsorisées, comme on prend ce terme américain, par des services de sécurité de ces pays qui les ont manipulés dans le cadre de cette stratégie et l'ont utilisé. Les États du Proche-Orient vont utiliser le terrorisme comme arme diplomatique de coercition. La Syrie, par exemple, va faire liquider l'ambassadeur de France à Damas et les Britanniques vont subir des pressions également à travers les Persans, notamment l'Iran, quoi. Et des États cherchent en quelque sorte à grignoter des positions. Je dirais, l'attentat le plus réussi à cet égard, c'est indiscutablement un attentat qui a été financé par les Syriens et qui, à Beyrouth, en 1983, a visé, avec 2 attentats suicides, les Marines américains qui ont perdu 241 hommes et puis le lendemain, 58 parachutistes français sont morts. Et le résultat, c'est que les troupes occidentales se sont retirées du Liban. Je crois que c'est le plus gros succès diplomatique et politique remporté par le terrorisme dans ces années-là. Incontestablement, la série d'attentats qui a touché la France et qui concernait bien sûr, dont l'enjeu était le Liban, où il y avait des confrontations directes, puisque la France est intervenue même militairement, comme vous le savez, au Liban, entraînait bien sûr des réactions dans le cadre donc, de cette dégradation de la situation au Liban, de cette libanisation, mais également, si vous voulez, a permis l'émergence, la facilitation d'opérations qui ont été conduites à l'extérieur de la zone, et notamment en France, donc, par ces organisations. Donc on peut parler, à cette époque-là, de terrorisme entre guillemets d'État, dès lors qu'il y avait des liens, donc des liens logistiques et même des liens stratégiques
entre certains groupes terroristes et des États de la région. Au cours des années 70 et 80, la Libye a été l'État qui a le plus sponsorisé le terrorisme. Un État responsable d'un grand nombre d'attentats de cette époque. Kadhafi a financé de nombreux groupes terroristes. À cette époque, il finançait Abu Nidal, le FPLP-GC, un petit groupe de terroristes palestiniens. Il finançait ces groupes ainsi qu'un très grand nombre d'organisations à travers le monde, aussi loin que les Philippines. Il finançait les activités des groupes terroristes philippins. 21 décembre 1988, un Boeing de la Pan Am explose au-dessus du village écossais de Lockerbie. 259 passagers et 11 villageois y trouvent la mort. On a d'abord pensé que c'était une vengeance iranienne contre les États-Unis pour le tir d'un missile sur un de leurs avions de ligne la même année. L'enquête s'est finalement tournée vers la Libye. À ses yeux, l'attentat de Lockerbie était une revanche contre les États-Unis. Un pays qui avait bombardé Tripoli et qui avait lancé l'opération Grand Canyon, qui isolait la Libye, un pays sous embargo. La chute du mur de Berlin, l'implosion et la dégradation de l'ex-URSS ont discrédité ce terrorisme d'extrême gauche. Donc la plupart des mouvements terroristes qui étaient soutenus et inspirés par la gauche dans les années 60, 70 et 80 ont disparu. Ils ont été remplacés par ce nouveau terrorisme religieux contemporain. On a pensé d'une façon un peu réductrice et un peu manichéenne que, dans la mesure que le terrorisme était finalement un sous-produit, d'une certaine façon, donc de la guerre froide et du communisme. Bon. Et que dès lors que le communisme disparaissait, il n'y aurait plus de terrorisme. Bon. Et puis, malheureusement, l'analyse s'est avérée fausse. C'est avérée fausse parce qu'il y a eu deux choses importantes qui se sont... Une qui aurait dû être anticipée, bien évidemment. Ça a été l'explosion des nationalités. La Yougoslavie a explosé, mais elle est revenue, je veux dire, ce qu'elle avait été avant. Mais à l'époque, on peut oublier qu'elle était à l'origine de la Première Guerre mondiale. Donc cette mosaïque de peuples, et notamment sur un mode un peu différent, donc je dirais quasi ethnique, donc culturel, religieux entre musulmans et non musulmans. Et c'était la Bosnie. Le problème de la Bosnie, bon, mais qui a été un véritable laboratoire pour le djihad, qui s'est substitué déjà au premier laboratoire, je peux dire à la première zone de djihad importante, qui fut l'Afghanistan. Et nous, si on a été aux avant-postes, et si on a eu une expérience aujourd'hui qui nous sert, que l'on peut faire partager à nos partenaires qui n'ont pas eu ce vécu, c'est à cause de l'Algérie. Nous avons été surtout concernés par le GIA. Pourquoi? Parce que le GIA, comme l'AIS, au départ, les deux organisations ont commencé à implanter des bases arrières en Europe, et singulièrement en France, où se trouve une importante communauté adjaïenne, comme vous savez, dans le but au départ donc d'apporter un soutien logistique donc aux maquis dans leur combat armé contre le gouvernement adjaïen, les autorités adjaïennes. Et puis rapidement, ces bases sont devenues autonomes. L'AIS a perdu de l'influence, le GIA au contraire a récupéré l'ensemble de cet appareil logistique implanté en France, mais également en Europe, en Allemagne, en Italie, en Belgique, par exemple. Et tout ça nous mène très rapidement à 94, où Jamel Zitouni décide, le GIA décide à ce moment-là, dans leur conception salafiste, donc mondialiste, et non pas, qui ne tend pas uniquement à une conquête du pouvoir à Alger, donc à internationaliser la lutte et à combattre donc un pays mécréant comme la France qui apportait un soutien donc au régime apostat d'Alger. Et donc on est déjà dans les premiers signes de la globalisation, de la mondialisation, avec quand même cet élément fort qui a été sous-estimé par la suite, qui était le détournement de l'Airbus en décembre 1994. L'objectif du commando d'islamistes qui détourne l'Airbus d'Air France était en fait de le faire s'écraser sur Paris. Ce détournement marque le début de la campagne sanglante d'attentats sur le territoire français. Les deux plus meurtriers, celui de la station de RER Saint-Michel en octobre 1995, fait 8 morts et 200 blessés.
L'année suivante, le 3 décembre 1996, une autre bombe explose à la station Port-Royal, faisant 3 morts et des dizaines de blessés. Les responsables ont été arrêtés, mais leur procès n'a jamais entièrement levé les doutes qui pesaient sur de possibles manipulations des islamistes par les services algériens. Cette spirale de la violence déjà, qu'on retrouve, mais d'une façon très différente aujourd'hui, avec peut-être le groupe Abou Moussa al-Zarqawi, ailleurs. Et qui s'en prenait notamment à ces campagnes donc, contre les civils, les femmes et les enfants, pendant la période du Ramadan, qui entraînait une vraie réflexion, y compris surtout au sein de la mouvance salafiste, alors basée à Londres, qui n'a plus apporté un soutien idéologique à ce groupe et donc l'a marginalisé. Et 96-97, il est incontestable que tous ces les membres les plus actifs du GIA, n'ayant plus, si vous voulez, de structure, donc pour pouvoir continuer leur lutte, vont à ce moment-là être attirés par la zone pakistano-afghane. Au début des années 90, l'intervention américaine a joué un rôle déterminant dans le conflit nord-irlandais, notamment avec l'octroi d'un visa pour les États-Unis à Gerry Adams, aux grandes dames des Britanniques. Par ailleurs, les Américains ont fait pression sur le gouvernement britannique afin qu'il intègre les républicains à la table des négociations. Un autre facteur clé du changement de tendance en Irlande a été l'émergence au sein de la mouvance républicaine d'une nouvelle direction dans les années 70 et 80. Ce que l'on appelle le commandement Nord, très implanté en Irlande du Nord, ont pris le contrôle de la stratégie qui jusque-là était exclusivement aux mains de l'IRA. Ces nouveaux hommes ont su évoluer avec leur époque. Enfin, un dernier facteur très important dans le virage des républicains a été le fait qu'au début des années 90, l'IRA était militairement le dos au mur. Les terroristes perdaient la guerre du renseignement contre les Britanniques et les groupes loyalistes leur infligeaient de lourdes pertes en tuant de plus en plus de membres de l'IRA. Malgré tout, ils n'ont pas réussi à nous faire disparaître. Le fait d'avoir non seulement résisté, mais aussi celui d'avoir su garder l'effet de surprise de l'offensive ont été payants. Notre intransigeance nous a permis de nous asseoir dans de bonnes conditions à la table de négociation. L'IRA a mis tous ses moyens pour gagner cette guerre. Ils ont assassiné des membres de la famille royale. C'était clairement la Rolls-Royce des machines terroristes en Europe. Mais toujours pas d'Irlande réunifiée, pas de retrait britannique. Le moyen le plus rapide de faire des progrès pour les républicains et les nationalistes, c'est en utilisant la politique. En Espagne, voilà des années que les principales victimes du mouvement terroriste ETA sont des Basques. Cela fait maintenant des années que ETA pratique sa violence contre des représentants politiques basques au Pays basque. Euskadi est un endroit unique au monde. C'est une société dans laquelle je dis bien tous les représentants politiques basques au niveau local, national ou de l'État sont sous la protection des forces de police nationales et basques. C'est vraiment une situation dramatique et absurde parce qu'au Pays basque autonome, le pouvoir est en plus aux mains des partis nationalistes basques. Cela n'a aucun sens. Le monde heureux de l'ETA est fini parce que d'une part, la base sociale du Pays basque, sociopolitique du Pays basque espagnol a été fortement décimée par les lois sur les partis politiques et par les illégalisations des Batasuna et toute la constellation d'organisations qui rendait possible la présence de l'ETA dans tous les éléments de la société basque. Donc le ravitaillement de l'intérieur est fini, les ressources de l'extérieur ont été aussi fortement diminuées et les dirigeants sont tombés l'un après l'autre. Ça a été... Et donc on croyait nécessaire une solution politique pour l'ETA. On a vu que c'est la fin de l'ETA qui crée la solution politique.
En Israël et en Palestine, c'est au contraire la solution politique qui pourrait mettre fin au terrorisme. La reconnaissance d'Israël par l'OLP de Yasser Arafat en 1993 était un premier pas dans ce sens. Cette étape avait permis le retour des combattants palestiniens sur leurs terres. Le conflit israélo-palestinien est la cause principale de l'émergence de l'un des plus sanglants, longs et tragiques phénomènes de terrorisme des temps modernes. Je ne pense pas que ce conflit soit la cause de l'apparition de ce nouveau terrorisme, du djihad global et des activités liées à Al-Qaïda, mais il explique l'émergence du terrorisme palestinien depuis plusieurs générations. Depuis les années 60, 70 et 80, notre région a été la ligne de front du terrorisme international. La mort de Yasser Arafat en novembre 2004 laisse Israël et l'embryon d'État palestinien avec un problème de taille, celui des islamistes radicaux. Aucun lien avec Al-Qaïda, mais un obstacle majeur à la paix. Historiquement, il a été encouragé par les Israéliens et les Palestiniens, le Hamas par Israël, notamment pour concurrencer l'OLP. L'aide des États-Unis à la résistance afghane pendant la guerre d'Afghanistan était destinée à vaincre l'URSS. À partir des années 70, Israël s'est lancé dans une opération un peu similaire, décidée au plus haut niveau de l'État. Il y a eu un soutien à des groupes islamiques palestiniens. C'était des erreurs énormes, mais elles n'étaient pas supposées changer le cours des choses, comme les Américains au Vietnam ou après en Afghanistan. Pourtant, malheureusement, par la suite, ces groupes sont devenus plus importants et plus dangereux sur la scène politique. Mais selon moi, la donnée importante, c'est l'échec dans la durée de la politique palestinienne. Ces buts n'ont pas été atteints à cause de mauvaises décisions. Et le développement du Hamas et du terrorisme islamique dans les territoires palestiniens et en Israël est la résultante de l'accumulation des frustrations engendrées par ces échecs. Ce sont vraiment les Saoudiens qui, depuis au bas mot 30 ans, si ce n'est davantage, n'ont cessé, du Nigeria jusqu'au sud des Philippines, de préparer le terreau wahhabiste, comme on dit, c'est-à-dire la version puritaine de l'islam, sur lequel s'est greffé l'islamisme radical et qui a payé les médressas où on faisait la propagande, bref, qui a préparé cette génération, ou presque on pourrait dire ces générations, que nous voyons aujourd'hui passer à l'action. L'Afghanistan a transformé les mouvements locaux en leur donnant une perspective globale. Tout comme aujourd'hui, l'Irak pourrait bien transformer les mouvements terroristes locaux en un mouvement plus mondial. Les Américains ont soutenu les islamistes radicaux pour éliminer les soviétiques en Afghanistan, leur créer des difficultés, bref, les évincer de la même façon qu'eux-mêmes avaient été battus au Vietnam, ils leur rendaient la monnaie de leur pièce. Et puis il se trouve que ce, entre guillemets, monstre qu'ils avaient créé s'est retourné contre eux. C'est un coup de boomerang. Ce que vous aviez préparé pour liquider l'adversaire se retrouve, par son libre choix, être votre nouvel ennemi. Oui, c'est un paradoxe. Oussama Ben Laden et certains de ses associés ont été à une époque financés par les États-Unis, au moins indirectement dans leur combat en Afghanistan contre l'occupant soviétique. Mais personne n'aurait pu prévoir à cette époque qu'Oussama Ben Laden, après coup, se retournerait contre les États-Unis et de manière aussi violente. 2 mois après avoir été expulsé du Soudan, il a déclaré la guerre aux États-Unis. C'est bien sûr l'époque de sa célèbre première fatwa du mois d'août 1996.
Après ça, il est resté en Afghanistan pour diriger les camps d'entraînement et les hommes qui iraient se battre contre les États-Unis. Peu de temps après, il a lancé une deuxième fatwa en février 1998 qui a donné le signal pour aller déposer des bombes dans les 2 ambassades américaines en Afrique, à Nairobi et à Dar es Salaam. Ben Laden a été ce jeune homme sincère à ses débuts, mais il s'est égaré. Et l'on peut dire que le début de sa dérive date de l'époque de son rejet par la famille royale saoudienne, à un moment où il voulait les aider à lutter contre l'Irak. Ceci marque le début de sa guerre contre les États-Unis et également contre l'Arabie saoudite. بكرامتي أو أن تدق عظامي إلى أمتنا الإسلامية أنا بعتها لله والله اشترى. Donc, avant septembre 2001, Al-Qaïda était coordonné par Ben Laden et ses lieutenants. Après que nous ayons détruit ces bases afghanes, le mouvement s'est éparpillé et a rejoint une multitude d'autres mouvements terroristes au niveau local, qui aujourd'hui sont essentiellement inspirés par un message qui est diffusé via Internet. Cette nébuleuse n'est plus placée sous un commandement centralisé par un Ben Laden. C'est pourquoi des attentats éclatent un peu partout, comme à Casablanca, Madrid, Istanbul ou même Jakarta ou Bali. C'est le résultat de la fin du sanctuaire afghan. Les buts d'Al-Qaïda et des islamistes radicaux en général étant totalement utopiques, c'est-à-dire le retour au califat, les frontières nationales disparaissent. On recrée la communauté des croyants du Nigeria jusqu'aux Philippines. On abat tous les régimes musulmans que l'on estime être impies, c'est-à-dire tous, puisqu'aujourd'hui il n'y en a pas un seul qui trouve grâce à leurs yeux. Et puis on met à genoux l'Occident et particulièrement les États-Unis. Bon, très franchement, c'est un programme utopique, on ne peut pas l'appeler autrement. Donc ils vont se casser les dents, mais ça va leur prendre du temps parce que pour l'instant, la plupart des gens qui participent de l'islamisme radical au sens activiste du terme, ils ont le sentiment de vivre une épopée, ils trouvent ça fantastiquement exaltant, ils sont persuadés de la justesse de leur cause, ça va leur prendre 10, 15, 20 ans pour s'apercevoir qu'en définitive, ils ne vaincront pas. Et puis une autre génération va se dire peut-être qu'il faut passer à autre chose. Ça s'est vu avec les anarchistes, il y a de ça un siècle. Les anarchistes pensaient que finalement ils allaient l'emporter, qu'il y aurait un raz-de-marée anarchiste, qu'après avoir tué les têtes couronnées à travers l'Europe et les présidents des États-Unis comme ils l'ont fait, il y aurait une espèce d'anarchie généralisée. Non, il n'y a rien eu du tout. Les résultats ont été d'une extrême modestie. Après la grande confrontation avec le communisme, maintenant nous sommes dans la grande confrontation avec un monde qui n'a pas, en plus, qui est poussé vers le terrorisme parce qu'il sait parfaitement, tous les gens, tous les musulmans savent qu'ils n'ont pas les ressources pour une confrontation ouverte. Et bon, ils se sentent méprisés, humiliés, menacés et ils ont une volonté de pouvoir qui vient du fond de leur croyance. Non? Donc, et après l'exemple d'Al-Qaïda a montré que l'islam n'est pas seulement une idéologie religieuse universaliste, mais qui s'est trouvé aussi même sous une idéologie intégriste, s'est trouvé les moyens d'une action universaliste. Donc, ce sera long. Et après l'Irak, ce sera plus long encore. Donc, je suis vraiment pessimiste. Mais ce ne sera pas une guerre comme ça. Non? Il y a 200 morts par ici, 200 morts par là. Et la peur. Et après la peur, on sait bien, Fritz Lang l'a expliqué dans son film sur les vampires de Düsseldorf. Après la peur, ce sont les reflets d'autorité ou contraire aux libertés. Je pense qu'en cela, les États-Unis nous ont fourni un triste exemple. C'est ça.